Bonjour Suzanne Chapa. Bonjour. Alors vous êtes ethnologue, vous êtes une spécialiste des carnavals haut-valaisans. D'ailleurs vous y avez consacré votre thèse. C'est paru aux éditions de l'Institut d'ethnologie à Neuchâtel. Ça s'appelle « Le Turc, le Fol et le Dragon », figure du carnaval haut-valaisan. Il y a un drôle de mélange à Evolène. Aujourd'hui, on a vu ces peluches, les masques traditionnels, et puis on a vu aussi des lapins, des petits chaperons rouges. Vous diriez que c'est quoi le carnaval aujourd'hui ? Alors d'abord, le reportage m'a impressionnée pour deux raisons. J'ai trouvé la façon dont les gens parlent eux-mêmes de leur pratique beaucoup plus nuancée que ce que veulent entendre en fait les questions qu'on leur pose sur leur pratique. Et en particulier le curé, parce que le curé, dans la conception qu'il a de ces mascarades qu'il veut apprivoiser pour garder les gens dans son église, il reproduit une longue attitude justement de l'Église à l'écart de ces mascarades. Parce que si vous voulez, moi, ce qui m'a intéressé justement dans la construction du carnaval, c'est de voir que l'Église même, donc les milieux ecclésiastiques, ont joué un rôle dans une sorte de théorie du carnaval qui ressurgit maintenant dans la bouche du curé, d'une façon beaucoup plus prudente, nuancée et subtile chez les gens qui vivent la pratique. Et ce qui m'a frappé dans ce que le curé a dit, c'est toujours l'Église qui continue à paganiser, à archaïser ces masques parce qu'il n'arrive pas à les intégrer comme une pratique dans un univers chrétien. Du reste, dès que les cloches des peluches cessent, il fait sonner les cloches de l'Église. Et justement, ça montre bien, la position du curé montre bien à quel point l'Église a dû tolérer ces mascarades. Alors, les a tolérées en les intégrant, si vous voulez, en les canalisant dans les jours gras avant le carême. Et du reste, vous avez une opposition calendaire entre carnaval et carême. Carnaval, c'est du latin ecclésiastique, carne levare, enlever la viande, et vous avez des imageries corporelles qui ont surgi de l'opposition carnaval et carême. Vous avez les débordements, l'excès, la générosité du carnaval, l'utopie de la fête, et puis c'est payé après, comme il l'a très bien dit du reste, par les privations du carême, le jeûne et l'ascèse, exactement, voilà. En enlevant la viande, en remettant les gens un petit peu dans une sorte de carcan corporel. Ce que vous dites, c'est que finalement l'Église a dû s'accommoder de ce carnaval. L'Église a dû s'accommoder parce qu'au tout début, il faut bien penser que la christianisation, ça a été une lutte aussi pour le temps. Le temps cyclique des Grecs n'était pas compatible avec le temps linéaire qui a été imposé par l'Église et qui est revécu justement dans l'année liturgique. Et si vous regardez, moi je m'étais beaucoup intéressée aux sermons, parce que comme le Valais a failli basculer dans la réforme, il a bien fallu l'offensive de la contre-réforme. Et vous avez des jésuites qui sont venus en Valais, justement, qui ont construit des collèges, qui ont fait un théâtre liturgique, qui ont fait des jeux liturgiques pour en fait théâtraliser justement toute cette foi qu'ils voulaient inculquer et reconquérir. Et puis c'est là qu'en fait ils utilisent le modèle augustinien des deux cités. Le carnaval, c'est Babylone. Or Babylone, c'est la cité biblique, c'est le monde éphémère, profane, qui est en proie au diable. Le curé dit bien, il y a le diable qui rôde par là. Et puis le carême, ça devrait être justement par la scène, la lente montée vers la Jérusalem céleste. Et il y a toute cette opposition justement qui continue à être véhiculée dans le langage du curé, on le voit bien, mais ce qui m'a vraiment frappée, c'est que justement les gens, quand ils vivent cette pratique, ils la vivent d'une façon beaucoup plus simple et puis beaucoup plus nuancée dans la façon qu'ils ont. Je ne pense pas qu'on va parler des mauvais esprits païens et tout ça. Tout cela, on voit bien que ce sont d'anciennes pratiques qui ont été plaquées sur des pratiques, des discontinuités qu'on ne pouvait pas intégrer dans un univers lisse, normé, que devrait être un univers chrétien. Alors, parlons de ces pratiques, justement. On entend les personnes qui se déguisent, disent « je me transforme, tout d'un coup je deviens la bête ». Ça, comment comprendre ça ? C'est quoi qui se joue là ? Alors justement, j'ai été fascinée par ce que la petite fille a dit. Elle a dit « je crois et je n'y crois pas ». Et je pense que justement, ce qu'il y a aussi de très beau dans ce reportage, c'est qu'on voit bien que le masque même, et c'est propre au masque, il y a une ambiguïté qui est constitutive du masque. Parce qu'en même temps, si vous le regardez, il est plein d'un côté, il est creux de l'autre. Donc il y a tout un jeu entre
dévoilé, caché. Et qu'est-ce qui se passe quand on se trouve soi-même devant une de ces créatures? On est soi-même saisi d'un trouble, mais il vient d'où ce trouble? Parce que justement, quand on est devant ces personnages, on sait bien, et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit cette petite fille, on sait bien qu'il y a quelqu'un sous cette peau, donc on est bien dans je sais bien, mais quand même, c'est-à-dire qu'on a quand même le trouble. Et le masque lui-même, si vous voulez, il contient lui-même cette ambiguïté. On va revenir à la question du masque parce qu'elle est importante, mais sur l'origine de ces pratiques, on l'a entendu, bon voilà, c'est les esprits de la nature, le sculpteur fait référence aux masques anciens, à ceux qu'il crée aujourd'hui. Il y a ce renvoi du carnaval à une période très ancienne. Est-ce qu'on en connaît les origines véritablement? Alors, la question de l'origine, c'est le plus souvent une question insoluble, parce qu'en fait, un ethnologue se fie sur soit des témoignages oraux, ou bien des documents d'archives. Alors, par rapport à ces masques d'Evolen, il n'y a pas de document au XIXe siècle qui puisse attester l'existence. Ça ne veut pas dire qu'ils n'existaient pas. En revanche, moi, ce qui m'a aussi frappé, c'est qu'actuellement, ces masques à Evolen sont en train de remplacer le costume dans le sens d'une représentation, d'une particularisation d'Evolen. En fait, ils représentent le village un peu comme un député représente les intérêts du village au Grand Conseil. C'est-à-dire que ça devient une ressource identitaire, ça devient une ressource économique. Touristique. Et on peut comprendre, mais oui, et on peut comprendre alors que le curé marche sur des braises, justement, en parlant de cette pratique. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a de très ancien, qu'est-ce qu'il y a de très actuel dans ces pratiques, entre ces deux mondes que l'on fait revivre chaque année? Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est qu'il y a toute une archaïsation de ces pratiques. Et quand on lit, quand on entend chasser les mauvais esprits, c'est pour ça que les gens sont beaucoup plus nuancés par rapport à ce qu'on veut plaquer sur leurs pratiques. Chasser les mauvais esprits, c'est des interprétations qui se sont faites dans le tournant du 19e, 20e siècle, quand les agronomes, les alpinistes ont commencé à découvrir ces vallées soi-disant perdues, soi-disant coupées du monde, on s'est dit, mesurer à l'aune de la ville, c'est grossier, c'est rudimentaire, donc on leur a imputé, avec une sorte de prisme évolutionniste, où on a l'impression que les sociétés se déplacent sur une sorte d'échelle du progrès. Donc on a l'impression que dans une vallée un peu isolée, on est resté à un stade un peu archaïque. Ce sont des primitifs. Donc voilà, archaïque, primitif. Donc on va comparer ces masques à l'image aussi qu'on se fait de masques africains, par exemple, où on les associe à des sociétés secrètes. On fait des parallèles, on les archaïse, et alors comme on impute, alors que c'est des vallées qui ont été christianisées depuis tellement longtemps, on impute justement une sorte de mentalité propice à la superstition, à la croyance au mauvais esprit. Et justement, les habitants eux-mêmes, ils sont très nuancés et subtils par rapport à ces sortes de grilles qu'on veut plaquer sur leur pratique. On veut les enfermer. Et ce qui m'a plu dans ce reportage, c'est qu'ils résistent. En fait, ils ne se laissent pas enfermer. C'est beaucoup plus fin. Mais vous pensez alors qu'avant le 19e siècle, les gens ne parlaient pas, qui participaient au carnaval, ne parlaient pas forcément de mauvais esprits ou de choses comme ça. C'est venu après. Alors écoutez ça, on n'a pas malheureusement de témoignages, c'est très difficile de dire. Mais je pense qu'il y a toujours eu d'abord une résistance à l'Église, parce que comme l'Église a toujours été, parce que dans ces vallées, il fallait contrôler, toutes ces pratiques de carnaval étaient le propre de la jeunesse célibataire, donc c'était intégré dans les fréquentations amoureuses. Alors imaginez s'il fallait contrôler les fréquentations amoureuses, donc en même temps, comme la pratique du masque entrait dans le champ de ces fréquentations, il fallait d'autant plus les contrôler, et puis d'autant plus qu'il y avait ces débordements avec l'alcool, la danse, parce que l'Église a toujours eu, par rapport au masque, une attitude très ambiguë. Pourquoi ? Parce que si vous regardez dans les tout premiers textes, quand au début de la christianisation, les premiers chrétiens, ils continuent à participer au Saturnal, aux fêtes des calendes de janvier, ils se masquaient. Et évidemment que pour les autorités ecclésiastiques, c'était incompatible avec justement... Alors qu'est-ce qu'on a fait ? On a commencé et du reste l'Église est responsable de la théorie justement de la superstition. On a commencé à dire c'est des survivances, c'est des superstitions païennes, alors qu'on est en train de christianiser des gens. Et
ensuite, on a diabolisé, et au point de dire que se masquer, c'est devenir une idole. Et vous avez des légendes qui disent que si vous vous masquez, votre punition, ça va être que vous ne pourrez plus enlever le masque de votre visage, il va rester collé. Et donc, vous allez être la bête. Voilà, exactement. Exactement. C'est intéressant, on a entendu dans le reportage aussi le sculpteur dire j'ai eu envie de sculpter des masques parce que je trouvais que les anciens n'étaient pas assez effrayants, pas assez violents. Voilà. Alors là, il y a tout aussi une discussion intéressante par rapport à la violence, parce que une violence qui est reportée sur l'expression, mais qui ne peut plus être vécu dans les comportements. Parce que je crois que si on a des récits des années 50 ou 60 sur la façon dont les porteurs de masques et de peaux entraient dans les maisons, se saisissaient des gens dans des sortes de danses endiablées, il y avait une sorte de contact et de violence aussi quand on roulait les gens dans la neige, on les mâchurait dessus, qui n'est plus accepté aujourd'hui. Donc on fait peur, mais on fait peur un peu à distance. Donc, alors peut-être que le sentiment de peur, alors il apparaît plus justement dans le visage, dans le faciès justement. Mais dans les comportements, il faudrait voir les codes de conduite. C'est plutôt du côté peut-être des tenanciers d'hôtels, de restaurants, de l'office du tourisme, qu'on dit attention, n'allez pas trop loin. C'est assez policé finalement. Mais oui, je penserais. Est-ce que c'est proportionnel aussi au contrôle exercé par l'Église, par la société, qui a perdu un peu de son emprise sur Alors je pense que l'Église n'a plus grand-chose à voir maintenant par rapport à ces interdictions. C'est du reste, quand le curé dit, il apprivoise ses masques, mais... ils n'ont plus l'autorité suffisante en fait. C'est ça, mais c'est peut-être aussi parce qu'il y a moins de contrôle que les comportements sont moins transgressifs, quelque part. Peut-être que là, effectivement, parce que quand le contrôle est fort, peut-être que le goût de la transgression est peut-être plus marqué, oui. Alors les masques, on les retrouve dans beaucoup de carnavals, à Evolène, aussi dans le Lutschental. Et puis, quand on parle masque, on parle toujours de masques africains aussi, ça évoque ça. Est-ce qu'il y a un côté universel au masque ? Alors ça, c'est justement une question à laquelle je me suis intéressée, parce que si on regarde dans nos sociétés, le masque est étroitement lié au visage. Et à Evolène, je crois qu'on les appelle visagères, on ne les appelle pas masques. On dit, pour eux, ce sont des visagères. Et ce qu'il y a de très intéressant, c'est que ça a donné lieu à des malentendus, cette association qu'on fait entre masque et visage. Je vous donne juste un exemple. En 1932-33, une expédition du musée de Neuchâtel, d'ethnographie de Neuchâtel, est allée en Angola et a ramené avec Théodore de Lachaud toute une magnifique collection. Puis j'ai eu l'occasion de m'intéresser de près à un masque Chokwe, c'était une des sociétés d'Angola, qui représentait l'ancêtre féminin Pho, qui est l'idéal de beauté, en fait, qu'on présente aux femmes de la société Chokwe à la fin du rite d'initiation des garçons. C'est donc un costume de paille tressée auquel le masque est cousu. Ce que nous appelons masque est cousu. Et cette mission en Angola, voulant récolter des objets pour le musée, a au couteau tranché les liens qui attachaient le masque au costume. Et dans le langage Chokwe, il n'y a pas d'équivalent, de mot équivalent pour désigner ce qui est pour nous un visage qu'on plaque sur le vrai visage. En réalité, c'est la tête du personnage. Donc c'est comme si on avait décapité le personnage. Oui, tout à fait. Donc il n'y a pas de côté univers, c'est très délicat. Qu'il y ait une métamorphose, qu'il y ait une transformation, une théâtralité du social et du politique, ça bien sûr que c'est universel. Mais après, les mots qu'on va employer pour justement faire la différence, les Grecs, prosopone, c'est le même mot pour le masque et le visage, c'est après avec persona et faciès, ça c'est les latins qui ont commencé à faire cette distinction avec tout le jeu mensonge et vérité justement autour du masque et du vrai visage. Pour conclure, Suzanne Chapa, on dit souvent que les traditions se perdent, mais alors le carnaval, lui, il a le vent en poupe. Il y en a même maintenant qui se créent dans des villes qui n'avaient pas de tradition carnavalière, notamment des villes réformées. Comment est-ce que vous expliquez cet engouement pour le carnaval ? Alors je pense qu'il y a un côté très physique de la fête, très matériel. Et aussi, je pense qu'on est dans une société tellement policée sur le plan de l'hygiène, de l'image corporelle, que tout d'un coup, il y a véritablement
c'est Baudrillard, déjà dans La société de consommation, il montrait bien que, si vous voulez, au corps ascétique de l'Église a succédé cette espèce de corps modelé justement par la mode, et peut-être que c'est une façon de retrouver une immédiateté corporelle, de retrouver justement une épaisseur corporelle, des odeurs, un contact physique un peu direct, voire un peu plus brutal, moins hygiénique, moins polissé, peut-être. Hein. Mais ça, il faut discuter avec les gens. Il faut le savoir. Merci beaucoup, Suzanne Chapa, d'avoir participé à cette émission. Et si vous souhaitez y réagir, vous pouvez nous écrire à l'adresse fautpascroire@rts.ch ou alors poster un message sur notre page Facebook.